Je vais faire une petite, je vais pas m'auto-présenter, c'est assez indécent, vous m'excuserez de pas le faire, mais si vous voulez savoir qui je suis, donc je suis juste responsable de l'atelier du livre et conservateur ici à Marimont de la section de livres modernes et contemporains. Je vais faire un petit contexte historique peut-être pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce que la notion d'illustration narrative engage à deux chefs. Le premier sera une petite contextualisation historique de ce que la notion d'illustration a amené de nouveau dans le champ des arts graphiques, des arts visuels. Et la seconde partie de mon intervention va porter sur l'ambiguïté autour de la notion d'illustration narrative. Alors, commençons d'abord par une brève histoire de l'illustration. C'est une pratique qui est vraiment c'est une pratique très ancienne, in fine, hein. C'est une pratique, on fait de l'illustration depuis que l'homme produit des images et est capable d'en faire. Mais derrière cette notion, plus spécifiquement, elle va s'affirmer dans un contexte spécifique qui est le 19e siècle. Avec notamment, dans l'espace francophone, l'affirmation, mais dans l'Europe aussi, l'affirmation de la presse comme média dominant. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça recouvre plusieurs réalités. D'abord, que la production, si on prend l'exemple de la France, qui est le marché dominant à ce moment-là de l'imprimé, on passe de 2000 titres imprimés en France en 1789 à peu près 25 000 titres en 14. C'est-à-dire qu'on multiplie par 12,5. Ce qui est intéressant, c'est que le 19e siècle, et ça commence en fait en réalité dès le 18e siècle, il y a une série d'innovations techniques qui permettent l'émergence de l'illustration dans le champ des arts imprimés et des arts graphiques. Les innovations et l'industrialisation des sociétés européennes au 18e puis au 19e, concernant l'illustré, elles sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est l'évolution de la technique de la gravure sur bois. On va utiliser, grâce notamment à un graveur en Angleterre, on va perfectionner une technique très ancienne qui est relative au début de l'imprimerie déjà et même avant. Mais l'avantage de la technique de la gravure sur bois debout, c'est qu'elle permet d'utiliser le bois dans le sens le plus dur et le plus fin pour la réalisation d'images, et elle permet une composition avec le texte, donc une proximité texte-image que ne permet pas, par exemple, la gravure à l'eau forte à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que le dialogue en texte-image est fondamental dans l'émergence de dans le renouvellement de cette technique. Il y a aussi l'invention de la lithographie par Alois Senfelder en Allemagne, qui permet de se passer des métiers intermédiaires que sont par exemple les graveurs, etc., et qui va être le principe de base à l'origine de l'offset tel qu'on la connaît encore aujourd'hui. Et donc évidemment, associé à cela aux grands patrons d'industrie qui vont améliorer les techniques de presse, qui va permettre de produire plus. Donc sans rentrer dans les détails, ce qui est intéressant, c'est que ça va favoriser l'émergence de la presse comme médium majeur au XIXe siècle, en faisant une place singulière à l'imprimé. Le livre et la littérature se rapprochent donc de la presse, et l'illustration va jouer un rôle assez spécifique dans ce contexte-là, qui est en fait celui d'être un argument de vente pour les éditeurs, pour les patrons de presse, un incitateur pour un public élargi d'accéder à l'information par l'image, parce qu'à la faveur justement de l'industrialisation, on a des populations qui arrivent dans les grandes villes, qui sont des populations plutôt qui ont un peu d'éducation, mais qui n'ont pas nécessairement le niveau d'éducation pour accéder à la littérature telle qu'elle se fait, ni les moyens parfois. Et donc ça permet aussi justement de toucher ce public-là. Et donc au fond, ce qui est très intéressant, c'est que l'illustration va se trouver au carrefour de ces différentes pratiques. Mais il y a aussi un contexte, non seulement technique, industriel, comme je viens de dire, mais aussi un contexte plutôt culturel. C'est que, à la faveur de l'émergence de l'illustration, de la place de l'illustration dans la presse en particulier, mais aussi dans les livres nouveaux qui sont en train de se faire à ce moment-là, on voit l'affirmation d'un nouveau métier, celui d'illustrateur. Et c'est à Théophile Gautier que l'on doit l'une des premières acceptions du terme d'illustrateur en parlant du travail de Tony Johanneau. Il dit la chose suivante qui est très intéressante et très significative de plein de choses. Je vais avoir l'occasion d'y revenir tout de suite. Il dit, à propos du travail de Tony Johanneau, pour le présenter, « Ce travail où le crayon repasse sur le trait de la plume demande un talent tout particulier. Il ne s'agit pas de copier l'arrêté comme on la voit.
L'illustrateur, qu'on nous permette ce néologisme qu'il en est presque plus un, ne doit voir qu'avec les yeux d'un autre. Que nous dit exactement Théophile Gautier en disant cela? Il dit qu'il y a une certaine conception du rapport de l'image de l'écrivain. C'est un rapport qui est contextuel, qui est lié à plein d'événements qu'on vient de décrire, cette concurrence au niveau du média, et que un chercheur comme Philippe Canel, par exemple, évoque dans son travail notamment sur différentes figures d'illustrateurs, dont les grands noms comme Granville, Gustave Doré ou Töpfer, pour ne citer que cela. Il dit une chose très intéressante sur ce contexte d'émergence de la figure de l'illustrateur. Il dit « L'imprimé, vulgarisé et désacralisé devient alors l'objet de critiques qui rejettent en premier lieu les illustrations qui ne sont pas compatibles avec la lecture légitime et cultivée au nom de la distinction entre le texte qui traditionnellement s'adresse à l'esprit et l'image qui est censée séduire l'œil et les sens. » Donc il y a aussi une connotation culturelle sur la valeur qu'a l'image par rapport à la valeur du texte. Le texte, c'est le verbe, c'est l'esprit, c'est le divin. L'image renvoie à quelque chose qui est plus de l'ordre du charnel, du sensuel, du sensitif. Voilà. Et donc, une certaine finitude. L'illustration se professionnalise, elle crée alors à ce moment-là, à la faveur des sollicitations. Par exemple, quelqu'un comme Félicien Rops, à cette période-là, est un des plus grands illustrateurs de la place de Paris. C'est un des grands noms, que ce soit pour le livre ou que ce soit pour les journaux. Donc l'illustration se professionnalise et crée un champ propre. Elle se dégage de la reproduction de la peinture dans l'imprimé, donc ce rapport de vassalité, de reproduction, et doit établir un espace qui se trouve à la lisière poreuse, d'où son ambiguïté aussi, sur laquelle je vais venir tout de suite après, entre la littérature, l'actualité et la publicité. Donc ce carrefour très spécifique dans le domaine du journal en particulier, il faut vendre, il y a une grande concurrence, et en même temps cette concurrence, elle fait que le statut spécifique de l'illustration à ce moment-là la met dans un territoire un peu interlope. L'illustrateur, alors j'ai mis entre guillemets l'illustrateur parce que c'est malheureusement et majoritairement à l'époque une figure masculine, et quand bien même quand parfois c'est une figure féminine, elle prend souvent des prête-noms masculins pour pouvoir justement exister dans le domaine de l'imprimé. L'illustrateur entre donc en concurrence non seulement avec le peintre, mais également avec l'écrivain et le journaliste dans l'espace de la presse. Alors, je disais, l'illustration narrative, il y a derrière cette notion d'illustration narrative, une sorte d'ambiguïté un peu native. Ce qui est assez amusant, c'est que, en fond, on a l'impression que si on regarde un peu, vous tapez illustration narrative sur Internet, vous avez l'impression que tout le monde fait de l'illustration narrative sans le savoir. Un peu comme Monsieur Jourdain dans Le Bourgeois gentilhomme qui fait de la prose depuis 40 ans sans le savoir. Et en fait, derrière cette réalité, il y a en fait une ambiguïté presque sémantique interne. L'illustration narrative, ça veut dire deux choses. Déjà, ça veut dire une opposition entre d'un côté une représentation, une image fixe, une sorte de temps figé, une sorte de cristallisation, et de l'autre côté la narration qui inscrit le récit dans une durée. Il y a une autre ambiguïté aussi, en français en tout cas clairement, entre l'idée qu'on a d'un côté une image qui raconte une histoire, et de l'autre, ça je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais en faisant des recherches je me suis rendu compte de ça, que c'est aussi un récit qui fait image. Je vous donne un exemple de ce récit qui fait image. Dans un texte que j'ai trouvé au hasard sur Internet, il s'avère qu'il était en plus avec une dimension un peu écologique et je trouvais que c'était un peu opportun de le sortir. Donc, si vous regardez, donc c'est un texte qui fait l'apologie de la pêche. Hein. Bon, on en pense ce qu'on veut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il cite par exemple David Thoreau, qui est un des grands noms effectivement qu'on associe aujourd'hui à l'éco-poétique. Mais à la fin, à toute fin, il parle des récits qui sont ajoutés à cette édition et il dit la chose suivante. Les 4 récits ajoutés à la fin de cette seconde édition s'inspirent de cet esprit. Ils sont l'illustration narrative des émotions, des joies et des surprises que nous réserve l'action de pêche. Le monde moderne, malgré ses artifices et ses fantasmagories, n'a pas détruit en nous le besoin de nature. Prophétie de pêcheurs, hasardeuse comme toute prophétie qui se respecte, le 3e millénaire sera écologique ou ne sera pas. Donc vous voyez bien que illustration narrative, ici on parle de texte qui illustre un propos. Voilà.
Qu'en est-il en fait du champ anglophone? Si vous allez dans le champ anglophone, vous vous rendez compte que cette notion d'illustration narrative est aussi ambiguë, ambivalente, pas clairement définie. Alors vous allez sur Internet, vous verrez qu'on vous propose de faire des récits sans images, sans texte, pardon, de faire des récits par l'image sans texte en parlant de l'illustration narrative. Et on vous propose des formations qui sont de l'image séquentielle, qui raconte une histoire en plusieurs images. Est-ce que c'est ça seulement l'illustration narrative? On peut se poser la question. Ce qui est très intéressant, c'est que il y a des catégorisations du type d'illustration selon le support, selon le sujet, voire la discipline. Et j'ai pris un exemple d'un site internet qui reprenait, par exemple, c'était un enseignant en illustration qui prenait les différentes typologies, selon lui, de l'illustration narrative, de l'illustration, pardon, tout court, et il prenait l'exemple de Moby Dick, que je partage avec vous. Il prend 4 grands types de narration. Il y a l'information, pas de narration, pardon, d'illustration. Il y a l'illustration informative, il y a l'illustration conceptuelle, il y a l'illustration décorative et l'illustration narrative. Et en fait, quand on creuse un peu cette notion d'illustration narrative, on se rend compte que elle est même prise en charge par différents typologies de discours, de notions. On parle en anglais de sequential art, notamment ça recoupe notamment le domaine de la bande dessinée, l'art séquentiel, narrative art, et alors là c'est une sorte de macro-structure qui englobe plein de choses, et visual narrative qui reprend de manière plus spécifique et qui subsume, qui intègre la notion d'illustration narrative. Et j'ai trouvé assez intéressant dans un essai de typologie fait par 2 chercheurs indiens dans un texte de 2010 qui s'appelle On Defining Visual Narratives. Ils disent la chose suivante. Attendez, je vais peut-être zoomer un peu dessus pour que ce soit un peu plus... Ah zut, oui. Pour qu'on voit bien. Hop. Voilà. L'étiquette récit visuel est appliquée dans un sens générique pour désigner tout ce qui va d'un livre d'histoire illustrée à des films. Loin d'être un terme anodin, la narration visuelle est en réalité un idiome global, un sous-genre des études visuelles elles-mêmes. Avec l'avancée des recherches scientifiques dans le domaine des études visuelles et narratives, il existe un besoin pressant d'établir les récits visuels comme un domaine d'études distinct afin d'ouvrir les sous-genres à l'examen critique. Nous nous efforçons de présenter une définition de la narration visuelle et en particulier de faire pression en faveur de l'établissement de la narration visuelle statique, ce qui regroupe l'illustration narrative, de la narration visuelle dynamique, ce qui regroupe par exemple les films, le cinéma, l'animation, et de la narration visuelle interactive qui regroupe notamment les jeux, un certain type de jeux. Voilà. Et plus spécifiquement, après, si on regarde la définition dans cet article qui est en anglais, de l'illustration narrative, elle dit la chose suivante. C'est la représentation picturale ou la référence à un ou plusieurs événements qui se produisent dans une séquence de temps et qui entraînent un changement dans l'état d'au moins un personnage. Et pour ce faire, pour appuyer sa définition de l'illustration narrative, les chercheurs utilisent en fait une définition en partie donnée par une chercheuse qui travaille sur des illustrations bouddhiques chinoises du XVIIIe siècle. Vous voyez que, en gros, entre les réalités du XVIIIe siècle et nos réalités aujourd'hui, que ce soit en termes de sphère culturelle, que ce soit en termes de réalité, de pratique, il y a un monde. Mais c'est intéressant de voir comment on réactive en fait un certain nombre de notions pour leur faire dire un certain nombre de choses qui ne correspondent pas nécessairement toujours à ce qu'une praticienne et une artiste comme Mélanie Rutten dit quand elle dit « je fais de l'illustration narrative ». En tout cas, c'est un terme qui me parle. Je trouvais ça intéressant de partager ces notions-là avec vous. Au fond, on peut dire, sans engager plus que cela par rapport à ce que la notion d'illustration narrative engage, que, comme l'a dit dans un très bel ouvrage qui date un peu maintenant, Michel Mello, qui s'appelle L'illustration, que l'image est toujours un défi à l'écriture, que ce soit séquentiel ou en opposition, en appui. Donc il y a toujours ce rapport très ambivalent par rapport à l'écriture de l'image. Et c'est, j'espère, ce qu'on va continuer à explorer aujourd'hui, en partie en tout cas, sans
oublier qu'il y aura évidemment toute la dimension éco-politique qui est fondamentale dans ce rapport de la littérature à son environnement. Voilà. Je vais passer maintenant la parole. Merci. Je vous remercie.